Aujourd'hui, j'analyse un des programmes d'entraînement que vous m'avez envoyé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé votre programme avec votre mode de vie, vos objectifs et vos problématiques. Dans cette vidéo, je vais prendre un des profils, je vais redonner toutes les informations importantes et puis je vais donner des conseils et des pistes d'optimisation sur la partie entraînement, mais aussi sur la partie nutrition pour certains. Donc, je suis formé sur la nutrition, mais je suis juste coach. Donc, tout ce que je veux dire, ça engage que moi. Comme toujours, je pense qu'il faut prendre du recul, peu importe la personne qui vous donne les informations. Donc surtout, n'hésitez pas à rester ouvert d'esprit. Même ce que je vous dis ici, voilà, il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vous donner des choses qui sont pertinentes, pour débloquer vos problématiques, pour atteindre du coup vos objectifs par rapport à votre profil à vous et en vous donnant un maximum d'explications à chaque fois pour vous dire pourquoi je vous propose cette piste-là. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu es intéressé pour avoir une analyse de ton programme ou bien si tu souhaites avoir des renseignements sur le coaching ou que tu aimerais avoir un programme sur mesure, je te laisse me contacter directement sur Instagram. Je mets les informations dans la description et on en discute ensemble. Aujourd'hui, on analyse le programme de Julie. Donc encore un profil super intéressant, vous allez voir, il y en a certains qui vont se reconnaître, je pense, dans les objectifs. Donc pour le mode de vie déjà et le contexte. Donc actuellement, 62 kg pour 1,69 m. Tu m'as dit que tu avais une expérience en musculation d'environ 8 ans, avec des périodes plus ou moins régulières. Donc là-dessus, tu n'es pas la seule, il y a énormément de gens pour qui c'est le cas, moi-même inclus. Donc surtout les premières années. Très assidu en 2023, tu as atteint ton objectif de traction au poids de corps. Donc 3 tractions, même tu as été jusqu'à 3 tractions en strict en novembre et à peu près 2 mois, je crois, après, c'est ce que tu m'as indiqué, 2 mois après avoir commencé vraiment à travailler spécifiquement les tractions. Et à ce moment-là, tu pesais environ 57 kg. En 2024, ça a été beaucoup plus instable avec beaucoup de voyages notamment. Actuellement, tu travailles à domicile, donc très sédentaire et tu as très peu de mouvements en dehors de tes entraînements. Tu as quasiment toujours fait tes séances en fin de journée vers 18 h, donc c'est un point intéressant, c'est pour ça que je l'ai renoté ici, c'est intéressant et important pour la suite. Et au niveau du sommeil, tu es rarement couché avant minuit 30 et tu penses avoir un grand max 8 heures de sommeil en général. Au niveau de l'alimentation, très important ici aussi, un point très important, c'est que tu as une alimentation entre guillemets assez restrictive. Donc c'est-à-dire que tu as pas mal de choses que tu exclus de ton alimentation. Donc tu m'as parlé de néophobie alimentaire. Pour être très honnête, je ne connais pas, j'ai découvert ce terme-là, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement derrière. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est que tu m'as dit aucun fruit, légumes, œufs et poissons. Donc voilà, très important de noter, on en parlera après. Pour une journée type actuellement, petit-déj, fromage blanc, pain sans gluten avec beurre, cheddar, jambon. Midi et soir, féculents et viande, a priori exclusivement ça ou presque. Et au niveau des collations de l'après-midi, alors déjà les collations sont irrégulières ou très irrégulières. A priori, en gros, tu les prends pas tout le temps, peut-être une fois sur deux, une fois sur quatre. Et en général, c'est assez simple, quelques noix de cajou ou bien une barre protéinée un peu qu'on peut trouver en supermarché a priori. Au niveau de tes objectifs, donc les deux objectifs principaux déjà. D'abord, reprendre du galbe, donc autrement dit du muscle au niveau du bas du corps, notamment sur les fessiers, mais aussi sur les cuisses. Après une longue période où tu as focus le haut du corps, donc quand tu voulais notamment travailler et progresser sur des tractions, et ensuite avec une période avec peu d'entraînement. Donc là, tu t'entraînais de manière un peu irrégulière pour essayer de maintenir et tu faisais surtout le haut du corps si j'ai bien compris. Il faut noter que tu as une tendance, tu trouves que tu as une tendance à prendre plus facilement dans les cuisses. Et deuxième objectif très important pour toi, donc récupérer tes tractions strictes que tu avais débloquées entre guillemets fin 2023 et que tu as perdu, comme tu me disais, à peu près mi-2024. Et l'idée, c'est ensuite de continuer aussi à progresser dessus, donc en nombre de répétitions. Et objectif un petit peu annexe, secondaire, c'est d'accentuer l'effet taille fine en développant ta largeur de dos, donc notamment au niveau des dorsaux, sans excès bien sûr. Les problématiques que tu rencontres, donc ça c'est ce que toi tu m'as dit, c'est pas ce que moi j'ai interprété, j'ai essayé de remettre vraiment ce que toi tu considères comme des problématiques actuellement. Donc l'énergie faible en séance, donc tu m'as dit que 60% du temps, tu trouvais que tu manquais d'énergie lors de tes séances du soir. Donc quand on parle d'énergie, c'est vraiment physiquement, tu sens que tu n'es pas au max. Et sur tes séances, donc vers 18 h. C'est pour ça que c'était important de le noter tout à l'heure.
Tu as des gênes ou des douleurs régulières aux coudes, à l'intérieur des coudes, lorsque tu fais tes tractions excentriques. Donc, je ne sais pas si tu considères vraiment que c'est une vraie problématique aujourd'hui, mais je l'ai noté quand même comme tel. Stagnation ensuite sur les tractions que tu as déjà rencontrées par le passé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Là, tu progresses actuellement potentiellement sur les tractions, mais tu as déjà rencontré une stagnation quand tu étais dans les 3 reps, tu sentais que tu bloquais et tu as peur que ça arrive de nouveau. Et ensuite, tu trouves que tu n'es pas assez focus au niveau de la nutrition et surtout sur les collations. Ensuite, au niveau de ton programme d'entraînement actuel. Donc en termes de structuration hebdomadaire, tu as 2 séances bas du corps par semaine, focus fessiers et cuisses, et tu as une séance haut du corps, donc orientée, même très orientée, complètement en fait au niveau du tirage, donc dos et biceps. Tu as 1 heure de marche sur tapis environ chaque matin, entre 7 et 8 000 pas par jour pour compenser la sédentarité. Donc ça, on aurait pu le mettre dans la partie mode de vie et contexte. Ça dépend si on considère que c'est de l'entraînement ou pas, mais je l'ai mis ici pour tout ce qui est activité physique. Et tu n'as pas de séance de poussée sur le haut du corps. Donc séance haut du corps, focus dos et traction. Tu fais un peu d'échauffement articulaire à vide, en rotation d'épaule, des coudes, des poignets, les choses classiques qu'on pouvait faire en cours de sport par exemple. Ensuite, là tu passes assez rapidement sur un travail de traction excentrique, donc en format avec 1 rep par minute, donc en format EMOM pour ceux qui connaissent, en CrossFit en tout cas c'est comme ça qu'on appelle ça. Toutes les minutes, tu fais 1 rep pendant 5 minutes avec une isométrie en haut du mouvement. Donc en haut du mouvement, tu essaies de maintenir le plus longtemps possible avant de redescendre. Ça te fait, on l'a noté avant, mais ça te fait régulièrement des gênes ou des douleurs au niveau des coudes, mais qui sont supportables selon toi. Ensuite, tu passes sur du rowing à la barre, donc 4 fois 8 reps. En général, tu essaies de garder la même charge ou de monter un peu sur la dernière série. Tirage vertical, 3 séries de 10 répétitions. Curl biceps, 3 séries de 14, donc 7 par bras. Haltère de 8 kg, donc là, a priori, je pense que tu montes peut-être au fur et à mesure du temps, mais voilà, tu mets peut-être plusieurs semaines avant de changer d'haltère. Et parfois, tu rajoutes des tractions australiennes en bonus, donc en gros, c'est des tractions à l'horizontale. Et ensuite, la séance bas du corps, donc que tu répètes 2 fois par semaine. Un peu d'étirement statique, plus du squat à vide pour t'échauffer. Puis ensuite, ton premier exercice, c'est des fentes bulgares avec haltère. Donc 3 fois 8 à 10 reps par côté. Récup de 60 à 75 secondes, donc en gros 1 minute, 1 minute 15, avec le buste un peu penché pour mieux recruter les fessiers. Donc des fois, tu as des petites annotations en plus que j'ai remises. Soulevé de terre, jambes tendues avec haltère, 3 fois 10 à 12 reps, descente lente, donc tu contrôles la descente, et le dos neutre. Squat sumo ou goblet squat, donc 3 fois 10 reps. Abduction à la machine, donc les écartés de jambes, 3 fois 15-20 reps, focus sur la sensation, peu de repos et buste penché en avant. Et enfin, leg press, donc la presse sur machine, 3 fois 12 reps, pieds en position haute pour optimiser le recrutement plutôt des fessiers. Du coup, à partir de tout ça, je vais essayer de te donner des conseils, des pistes d'optimisation. Donc, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, bien sûr. On pourrait aller dans beaucoup de détails, donner beaucoup d'infos. Là, je vais vraiment essayer de donner ce qui me semble le plus pertinent et efficace à l'instant T que tu peux essayer de faire. D'abord, le point important par rapport à ce que tu as évoqué, c'est de travailler sur ton énergie, ta disponibilité entre guillemets physique et mentale durant tes séances. L'idée, c'est que si tu as moins de fatigue, tu auras des meilleures perfs. Si tu as des meilleures perfs, tu auras plus de muscles et plus de force à terme parce que tu vas faire des séances plus rentables qui vont mieux te faire progresser. Ça peut faire vraiment une différence quand tu cumules ça sur beaucoup de séances toute l'année. Pour ça, pour moi, tu as 2 axes de travail déjà que tu peux essayer. C'est d'abord au niveau de l'alimentation. Donc ça, tu en es consciente en fait, peut-être que tu as juste besoin de quelques conseils ou que quelqu'un d'autre te le dise pour te le confirmer, mais je pense qu'en effet, consommer ta collation régulièrement, je ne suis pas en train de dire qu'une collation c'est vital, que c'est ça qui va tout changer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer. La consommer régulièrement, si possible toujours la même. Enfin voilà, trouver une collation qui te convient avec des protéines et des glucides avant ta séance. Même la science dit que pour la musculation, c'est plus intéressant en général d'avoir un apport de protéines suffisamment proche de la séance pour avoir des acides aminés à disposition quand tu commences ta séance. Donc moi, je pourrais te conseiller 20 à 30 grammes de protéines, donc une collation qui contient au total 20 à 30 grammes de protéines, 1 à 2 heures avant ta séance, c'est un bon indicateur. Si ça se digère suffisamment vite, ça peut même être 30 minutes avant la séance.
Ça dépend encore une fois. L'idée, c'est de trouver des aliments et un timing qui te convient à toi. Parce que tout est individuel en général. Il y a des règles de base, bien sûr, mais la nutrition, l'alimentation, c'est très individuel. Donc des aliments qui te conviennent par rapport à tes restrictions à toi et un timing qui te convient par rapport à ta digestion, comment tu te sens, si tu fais ça 2 heures ou 1 heure avant la séance, tel aliment, peut-être que tu vas le digérer différemment. Donc voilà, trouver ce qui te convient pour que tu te sentes le mieux durant ta séance. Un exemple tout simple, ça peut être une barre de protéines comme tu consommes actuellement, en essayant de prendre les choses quand même si possible le plus, moins transformé possible, on va dire. Si tu dois consommer ça tous les jours, c'est bien d'avoir quand même une base saine pour les protéines et avec par exemple des galettes de riz, si tu as le droit si tu peux consommer des galettes de riz ou quelque chose en termes de glucides, que tu t'autorises à consommer, qui est facile à stocker, facile à emporter et cetera. Autre piste pour essayer de jouer sur cette énergie-là durant les séances, c'est de déplacer ta séance un peu plus tôt. Notamment si, vu que tu travailles chez toi, peut-être que tu as de la flexibilité dans ton planning. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu essayes par exemple de la faire à 17 heures? Parce qu'on a on a tous un rythme différent, on a tous une horloge biologique qui va varier un peu, ok, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, mais aussi l'entraînement. Donc, ça peut, je pense, être très intéressant d'essayer, si tu as toujours fait vers 18 heures, bah, un peu plus tôt. Peut-être que tu seras plus performante, peut-être que ça correspondra mieux à ton rythme naturel, ou en tout cas au rythme que tu as aujourd'hui par rapport à ta vie. 17 heures, ou ça peut être le matin, même ça fait un gros changement le matin, mais ça peut être plus tôt, 16 heures, ou plus tard, je sais pas, ça me paraît contre-intuitif comme ça, mais je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer ça. Ensuite, deuxième axe de travail pour toi, le plus gros morceau aujourd'hui, c'est optimisation de ta progression en traction. Donc déjà, le premier point, je pense qui me paraît très important, dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est la création d'une vraie routine d'échauffement avant tes tractions. Donc ça peut être très simple. C'est 1 à 2 séries de tirages par exemple et de curl biceps. Ça peut être avec élastique. Ça peut être vraiment rapide. Moi j'utilise beaucoup les élastiques parce que c'est facile à mettre en place, c'est facile à ranger et ça fait très bien l'affaire pour un échauffement. Et ensuite une vraie montée en charge sur les tractions. Donc en commençant avec une variante plus facile que ton poids de corps. Donc par exemple avec des élastiques. En fait, pour te donner une idée, une autre image, parce qu'au poids de corps, ça choque pas forcément de faire ça, mais si on imagine qu'on met une barre au développé couché ou une barre au squat, c'est un peu comme si tu faisais quelques rotations d'épaule, quelques échauffements au niveau du coude, c'est ce que tu m'as dit que tu faisais, et qu'après tu allais directement sur le développé couché et que tu mettais une barre qui est le max que tu es capable de faire, voire un petit peu plus que ton maximum sur une rep. Donc tu n'es peut-être même pas capable de la remonter. Et tu te dis, ok, bon, je suis échauffé, je vais sur le développé couché et je viens faire juste la descente de cette barre le plus longtemps possible. Ou pareil au squat. Et ça, je pense que c'est plus parlant avec une barre. On se dit, on imagine un peu plus à quel point c'est contraignant, voire potentiellement dangereux ou en tout cas néfaste. Bon, avec une barre, ça peut faire plus peur parce qu'en plus, il y a le risque de se faire mal avec la barre. Mais même en termes de contraintes articulaires, je pense qu'on imagine un petit peu plus les contraintes que ça représente avec une barre chargée à son max par rapport à nous, à notre max à nous en tout cas. Donc l'idée, c'est de faire cette progressivité dans l'échauffement pour notamment limiter les blessures, les douleurs à long terme, mais également le point très important que certaines personnes, je pense, n'ont pas conscience aujourd'hui, c'est que l'échauffement, il sert aussi à augmenter ton niveau de force. Tous les athlètes, les sportifs qui font de la force, quand ils ont par exemple un squat à 100 kg à faire sur une séance, ils vont commencer par faire quelques reps barre à vide, quelques reps à 40 kg, quelques reps à 60 kg. En tout cas, ils vont avoir une montée en charge qui est individualisée par rapport à ce qui leur semble le mieux avec l'expérience, etc. Qui va leur permettre, lorsqu'ils arrivent sur la barre à 100 kg, d'être vraiment prêts, d'avoir le corps qui s'est vraiment préparé et le système nerveux notamment qui s'est éveillé. Parce que si on commence direct avec la barre à 100 kg, on peut avoir l'impression de se faire écraser et on va peut-être même ne pas la soulever si on n'a pas fait avant la montée en charge. Le corps, il bride entre guillemets la force lorsqu'on est à froid. Et donc, il faut venir débloquer ça en faisant une vraie montée en charge. Et donc, c'est pas obligé de prendre 1 heure, juste quelques répétitions d'une variante plus facile, puis on monte un petit peu et il faut trouver son nombre de reps et son nombre de séries comme ça de montée en charge pour ce qui te semble, en tout cas avec l'expérience, tu vas apprendre à le trouver, mais ce qui te semble le plus pertinent sans passer des heures non plus à le faire. Ensuite,
un point qui est lié en tout cas dans les raisons, c'est un peu les mêmes raisons, c'est de réduire les tractions au poids de corps dans ta séance, plutôt les remplacer, si possible par des exercices, des variantes pardon, de traction assistées soit avec élastique, soit avec box. L'idée, c'est juste que ça, quand tu es avec ton poids de corps actuellement par rapport à ta force sur les tractions, c'est des contraintes très importantes sur les articulations. En gros, tu es très proche, tu es à ton max en fait, très régulièrement, toutes les semaines et sur plusieurs minutes de suite. Donc pour les mêmes raisons que j'ai citées avant, c'est très contraignant et tu fais vraiment un effort maximum. Et en remplaçant par exemple par des séries de 2-3 répétitions avec une version qui t'allège juste un tout petit peu, eh ben, tu pourrais enlever un peu ces côtés négatifs du fait d'être sur une grosse intensité. C'est très taxant en termes articulaires, en termes nerveux aussi potentiellement. Tu gardes quand même un travail de force maximum parce que 2-3 reps, c'est quand même du vrai travail de force. Tu auras potentiellement peut-être les mêmes bénéfices avec moins de contraintes. Et en plus, tu pourras peut-être faire un mouvement de meilleure qualité parce que tu seras, encore une fois, pas sur ton max du max, tu seras à 2-3 reps, ce qui permet quand même d'avoir une meilleure qualité de mouvement. Je vais faire des vidéos YouTube pour expliquer les tractions assistées avec élastique et les tractions assistées avec box. Je pense que je vais les publier là dans les jours qui suivent la vidéo, voire peut-être la première en même temps. Donc, je mettrai les liens directement dans la description si ça peut servir à certains. Ensuite, diviser en deux ta séance de tirage pour la mixer avec une séance lower. Donc en gros, si on veut parler en termes body ou en termes muscu, en fait tu ferais des full body. L'idée c'est juste de garder par exemple le même nombre d'exercices. Tu n'es pas obligé d'augmenter ton nombre de séries sur le dos, mais juste de la splitter en deux. Ça permet d'augmenter ta fréquence de travail par semaine. Donc en gros, tu ferais du tirage, donc du travail dos biceps, 2 fois par semaine au lieu de une. Et ça, selon les études, c'est bénéfique pour la progression. En termes de temps de travail, ça peut revenir au même. Il y a juste que tu dois te réchauffer 2 fois sur chaque séance. Par contre, tu peux faire des supersets haut du corps, bas du corps. Donc en fait, tu peux prendre un tout petit peu plus de temps pour t'échauffer parce que tu dois échauffer le dos et les jambes sur 2 séances. Par contre, tu peux gagner en temps de repos. Donc au lieu d'attendre quand tu fais par exemple tes fentes bulgares, au lieu de faire un temps de repos après, et ben à la place, là, pendant ce temps-là, tu peux faire du tirage et donc tu fais une récup active, et ce qui fait que tu as besoin de beaucoup moins de temps de repos après, juste de quoi souffler pour pas que ça soit non plus un circuit cardio, mais tu vas peut-être pouvoir faire des récup de 20-30 secondes au lieu de 1 minute 30, 2 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça peut te permettre de vraiment avoir des séances où tu as plus de fraîcheur, où tu es plus forte, parce que quand tu fais une séance full tirage, bah, en fait, les derniers exercices, tu as toute la fatigue du dos qui est cumulée, alors que si tu splits en deux, bah, tu peux avoir une séance où tu as par exemple les tractions et puis ton rowing horizontal, et l'autre séance où tu vas avoir ton tirage vertical, qui est assez proche des tractions en termes de muscles. Et là, sur le tirage vertical, tu vas être beaucoup plus disponible pour mettre peut-être du coup plus de charge et du coup plus progresser. Donc, une fréquence de 2 séances, ou plutôt de 2 fois le dos par semaine au lieu de une, même avec un volume de séries et d'exercices qui est identique, peut vraiment aider à la progression. Et enfin, dernier point, diminuer le nombre de répétitions sur 1 ou 2 exercices pour le tirage. Par exemple, moi je te proposerais le tirage vertical, tu fais du 3 x 10 en passant par exemple sur du 3 x 6, 6 reps, ça me paraît par exemple un bon exemple. Bah, en fait, tu gardes un travail d'hypertrophie, donc de masse musculaire, qui peut être identique, ça c'est ce que les études disent, et voilà, donc avec 6 reps, tu peux développer autant de muscles qu'avec 10 reps, à condition d'être suffisamment proche de l'échec dans les deux cas. Par contre, avec 6 reps, tu vas développer beaucoup plus facilement la force qu'avec 10 reps. Donc en fait, là, tu peux avoir que des bénéfices, entre guillemets, à condition de ne pas forcément aller non plus sur des séries de 2-3 reps, qui va peut-être être contre-productif. Encore une fois, il y a des contraintes articulaires, etc. C'est pour ça que je te dis 5, 6, 7 reps, par exemple, c'est un bon exemple où tu peux avoir plus de bénéfices qu'actuellement en termes de force, tout en gardant un intérêt sur l'hypertrophie musculaire. Et ensuite, je précise aussi, ouais, les tirages, c'est proche du mouvement des tractions, donc le tirage vertical. Donc il y a vraiment un transfert possible si tu progresses au tirage vertical pour t'aider à progresser aussi en traction. Et enfin, le tout dernier point qui est très très significatif aussi, c'est de perdre quelques kilos. Ben, en fait, c'est ce que tu étais en train de faire, hein. Tu m'as dit, bah, du coup, tu es à peu près à 62 kilos, tu étais à 57 kilos quand tu faisais tes tractions. Donc ça se trouve en termes de force absolue, tu es proche de ta force à ce moment-là, mais
avec 5 kg de plus, eh ben, c'est environ peut-être 10% de ton poids, ce qui fait une très grosse différence sur forcément ce que tu dois soulever en traction ou tous les exercices au poids de corps. Et donc, si tu redescends, là, a priori, ça fait partie de tes objectifs de reperdre un petit peu de poids. Ça peut aussi énormément impacter positivement ta progression sur les tractions. Ensuite, les autres axes de travail un peu plus annexes, mais très intéressants et très importants aussi, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. Sur le travail sur les fessiers, continuer comme tu fais, maintenir le travail sur le bas du corps. Le choix des exercices, pour moi, il me semble bien. Tu justifies bien en plus, tu as des optimisations en fonction des angles de buste, etc., qui sont pertinentes vraiment. Ce que je ferais moi, ce que je te proposerais de faire, c'est d'augmenter un peu tes temps de repos sur les exos notamment principaux de ta séance, donc les fentes, soulevés de terre et squat. Par exemple, tu disais 60 secondes à 1 minute 15 pour les fentes, il me semble. En mettant un peu plus de temps de repos, tu peux faire des séries plus lourdes ou plus longues avec une même charge. Soit plus lourde avec un même nombre de charges, soit plus longue avec une même charge. Et donc, tu as des séries qui sont plus rentables parce que tu as créé plus de contraintes sur le muscle et donc potentiellement plus de progression. Ça, c'est pareil, tout ce que je te dis, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que des études ont conclu. En tout cas, plus de temps de repos pour un même nombre de séries, c'est normalement bénéfique pour la progression. Parce que tu vas pouvoir faire des séries, tu vas pouvoir plus pousser en intensité. Autre petit point, ça c'est vraiment une petite proposition, pas obligatoire, mais les fentes bulgares avec un seul haltère, donc en controlatéral, ça veut dire c'est le bras opposé au pied qui est au sol, qui doit tenir l'haltère, qui permet d'amplifier un peu le travail de fessier parce qu'en plus tu dois faire de l'anti-rotation. Et ça du coup, il y a le fessier qui va devoir travailler encore plus, enfin les fessiers qui vont devoir travailler encore plus pour venir justement ne pas laisser ton buste s'incliner du côté où tu as l'haltère. Donc ça c'est juste un petit tips d'une variante d'exercice qui peut être intéressant. Tu pourras tester si tu veux et voir les sensations que tu as là-dessus. Autre point, autre proposition, c'est d'ajouter un peu de travail de poussée sur le haut du corps. Donc là, je sais que tu n'en as pas. J'imagine que tu as des raisons. Peut-être que tu ne vois pas trop l'intérêt d'un point de vue esthétique voilà, ou autre. Juste précision, quelques séries peuvent être très rentables. Donc j'ai parlé de la loi de Pareto, 80-20. Je suppose que tu la connais, c'est pour ça que j'en parle ici, qui dit que 80% des résultats qu'on obtient sont obtenus par 20% des actions qu'on fait. Ce n'est pas forcément vrai pour tout, mais c'est une illustration très intéressante. Et je pense que pour la musculation, c'est relativement vrai. C'est peut-être pas parfaitement 80-20, mais en gros, 20% des exos des séries qu'on va faire vont nous donner potentiellement 80% de nos résultats. Encore une fois, les chiffres, c'est juste une indication pour avoir une image. Donc là, avec 1 à 2 exos polyarticulaires, donc plutôt complets, par semaine, tu pourrais avoir pour moi une majorité des bénéfices du travail de poussée sans du coup y passer énormément de temps. Ça pourrait te prendre 20-30 minutes dans la semaine et avoir vraiment une majorité des bénéfices. Donc par exemple, un exo de poussée verticale, développé militaire ou pike push-up, donc c'est les pompes en gros en piqué, et un exo de poussée horizontale, donc des pompes, du développé couché, des dips par exemple. L'idée c'est que ça peut aider à limiter les douleurs et les blessures à long terme en ayant un peu plus d'équilibre en termes articulaires, notamment au niveau des épaules par exemple. Et même, je pense, même si là je ne peux pas m'engager, ça dépend sûrement de plusieurs choses, mais ça peut être bénéfique pour tes performances en traction. Parce que les tractions, on se dit que c'est un exercice que de dos, mais en réalité, il y a tous les muscles qui vont intervenir potentiellement en soutien, en stabilisation de l'épaule, etc. Et donc, en étant plus complet, tu vas avoir plus de muscles qui vont pouvoir soutenir l'articulation, même aider un petit peu au mouvement. Et du coup, voilà, ça peut être un petit peu bénéfique pour ta progression en traction à long terme. Et enfin, le dernier point, donc, qui concerne cette fois l'alimentation. Alors, tu fais peut-être déjà un travail à ce niveau-là, mais je trouvais quand même que c'était super intéressant de remettre ça ici, puisqu'il y a peut-être certaines personnes à qui ça va, je sais pas, donner un déclic, c'est possible, pour, enfin, qui vont peut-être se dire, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et voilà, vu qu'on n'en entend pas forcément parler, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, par, les publicités ou autres, on n'y pense pas forcément, tout simplement. On entend beaucoup, qu'il faut aller faire un contrôle pour, les cancers ou pour ce genre de choses. Le système, médical en France, en tout cas, selon moi, il est beaucoup fait pour soigner les maladies, mais il n'est pas énormément fait pour vraiment améliorer la santé des gens, la santé de base, on va dire. Donc très intéressant de reparler de ça. L'idée que moi je peux te proposer, enfin en tout cas, voilà, ce que je suggère ici, c'est de faire un check-up nutrition
euh, notamment parce que toi, tu as une alimentation plus restrictive qu'une alimentation entre guillemets classique, omnivore. Donc plus restrictive égale plus de risque de carence et d'impact du coup sur la santé et du coup aussi sur la progression, parce que bien sûr tout est lié, s'il n'y a pas de contre-mesure pour compenser. Donc un check-up nutrition, on va dire en gros c'est juste, je parle ici d'un test, enfin de test sanguin, urinaire aussi potentiellement, enfin ça dépend ce qu'on veut vérifier, mais c'est d'envisager un bilan. Donc en France ça peut être en allant voir un médecin. Toi je sais que tu n'es pas en France, donc après il y a peut-être plus de possibilités, peut-être plus facile l'accès on va dire à ce genre de choses là où tu habites. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. De manière générale, à mon avis aujourd'hui, c'est que la plupart des gens devraient faire ça en fait une fois dans leur vie parce que personne ne peut être sûr qu'il n'a pas de carence, personne ne peut être sûr que tous ces marqueurs de santé, donc c'est son équilibre en lipides, sa glycémie, etc. On peut, par rapport à la santé visible de la personne, on peut supposer, mais personne ne peut être sûr vraiment que tout est nickel. Et du coup, qu'il n'y a rien à gagner à prendre des compléments ou à rééquilibrer un petit peu. Ok, quand quelqu'un est fatigué régulièrement, on peut toujours mettre ça sur le coup de la fatigue, du stress, alors que parfois, peut-être il y a juste des gens qui ont une carence qui vient plutôt de l'alimentation et qu'en fait, bah, ça pourrait être très simple d'améliorer leur forme au quotidien avec quelque chose de beaucoup plus, enfin, d'assez simple, mais il faut juste l'identifier. Donc voilà pourquoi j'insiste un peu sur les bilans. Je trouve que c'est très intéressant, mais voilà, je sais qu'en France en tout cas, c'est pas forcément simple. Déjà avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est pas toujours simple. Il faut ensuite qu'il veuille bien nous donner un bilan et en plus le bilan qu'il va faire lui, il va pas forcément être complet. Donc il faudra potentiellement aller le compléter, mais malgré tout, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent à faire dans sa vie. Et toi, dans ton cas, du coup, ça me paraissait nécessaire d'évoquer ça quand même. Du coup, il faut savoir, moi, à mon avis, c'est que il est probable que tu bénéficies de la prise de certains compléments alimentaires si, par rapport à l'alimentation, en tout cas que tu m'as décrit, par exemple, bah, pas de légumes, pas de fruits. Je suppose que tu manges comme ça depuis assez longtemps, du coup. Et ben peut-être, bon, en termes de fibres, tu peux en obtenir à partir d'autres choses. Mais est-ce que tu en as suffisamment? Je ne sais pas. Et en termes de vitamines notamment, par exemple, et certains minéraux, heu, mais notamment, par exemple, les vitamines, eh ben, comment tu les obtiens? Peut-être que tu prends déjà des compléments, hein. J'imagine que tu as déjà une sensibilité par rapport à ça, vu que tu manges, tu as une alimentation particulière. Mais voilà. Donc je voulais quand même évoquer ça me paraissait important. J'irai pas plus loin, sur la partie alimentation parce qu'il y a trop de choses à dire, mais je pense que déjà le plus important ici, c'était de mettre juste ça en avant. Voilà pour tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous apporte quelque chose pour votre entraînement, pour votre alimentation même. Si vous voulez aussi une analyse de votre programme, comme je l'ai dit, vous pouvez m'envoyer directement un message sur mon Instagram. Le lien il est dans la description. Ou aussi si vous voulez des informations pour le coaching. Et si vous voulez juste soutenir le travail, eh ben, vous pouvez laisser un like, laisser un commentaire sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à savoir que c'est utile pour certaines personnes et ça me pousse à continuer. Et en attendant, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.